Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait près d'un an que j'avais rien posté, donc me voici de retour avec une vidéo qui frôle le cours de SVT. Je me permets cette petite intro pour vous poser deux questions. La première, c'est au sujet de la précédente vidéo sur l'épice. Je l'ai exportée sans la piste des illustrations. Selon vous, est-ce que je la réupload avec les illustrations ou est-ce que c'est pas la peine? Ensuite, c'est au sujet de l'ambiance sonore. Vous le verrez, il y a toujours cette petite musique. Est-ce qu'elle est assez forte, pas assez forte? Est-ce qu'elle est gênante? Idem pour le générique avec le cri. Enfin, parce qu'on me l'a conseillé, je vais profiter de ce petit moment pré-vidéo pour vous demander de liker ou commenter cette vidéo. Ça aide au référencement, à l'algorithme, au partage de notre passion, voilà, c'est le game. Et sinon, pour la prochaine vidéo, j'ai attaqué un script sur les Harkonnen. Ça risque d'être beaucoup plus funky. J'en suis à 12 pages de script, donc bon, il va falloir que je condense pour éviter de faire encore une vidéo d'une demi-heure. Et j'espère qu'elle arrivera d'ici un mois, quoi. Voilà. Je t'embête pas plus longtemps. Je te souhaite une très bonne vidéo, un très bon moment, et je te dis à très bientôt. Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui, je vous amène faire un voyage dans l'espace pour explorer la planète la plus importante de l'univers de Frank Herbert, c'est-à-dire Arrakis ou encore Dune. Dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs aspects de cette planète fascinante. De sa géographie désertique à sa faune étrange, en passant par son peuple et l'importance qu'elle a en tant qu'unique source de l'épice, je vais aborder pas mal de choses que j'ai glanées dans l'encyclopédie de Dune, dans les livres de Frank ou dans des sources qu'on peut qualifier de canon. Si vous êtes fan de Dune ou simplement curieux d'en savoir plus sur cette planète emblématique, je pense que cette vidéo est faite pour vous. Alors pour faire rapide, Arrakis est une planète aride et hostile, quasiment dépourvue d'eau. Son climat est chaud et sec, avec des températures qui peuvent varier de moins 100 degrés au pôle Nord la nuit à plus 70 degrés dans certaines régions du désert. Malgré ces conditions extrêmes, la vie a pourtant réussi à s'adapter et à évoluer tant au niveau de sa flore que de sa faune. Le point principal d'Arrakis réside dans son épice, que l'on trouve uniquement sur cette planète, tout du moins pour la période qui nous intéresse. Comme vous le savez, l'épice est considérée comme la ressource la plus précieuse de toute la galaxie, car elle prolonge la vie, ce qui est pas mal, elle améliore la perception, elle a des vertus psychonautes, mais surtout elle permet le voyage interstellaire. C'est pour cette raison que depuis la découverte de l'épice, Arrakis est le théâtre principal des luttes de pouvoir et des intrigues politiques entre les maisons nobles et toutes les autres factions. On va parler 2 secondes d'astronomie, c'est un sujet passionnant, mais on va pas s'y attarder. Selon le lexique de l'Imperium, à la fin du bouquin, Arrakis est répertorié comme la 3e planète du système Canopus. Canopus, c'est l'étoile, donc le soleil, autour duquel tourne Arrakis. Cette étoile est réelle, elle est même parfaitement visible depuis la Terre, et c'est aussi la plus brillante étoile après Sirius de la constellation australe de la Carène. Avec une masse 7 fois supérieure à notre soleil, Canopus est 15 000 fois plus lumineuse. Ce qui veut dire qu'Arrakis doit être situé très loin de Canopus pour que l'existence de la vie soit possible. J'ai fait un petit calcul, Arrakis est 122 fois plus loin de son étoile que nous, de notre Soleil. Enfin, Arrakis est également connu pour ses 2 lunes, comme Mars, qui arborent toutes 2 des marques très spécifiques. Pour la première, c'est une forme de souris kangourou, qu'on appelle Muad'Dib en Fremen, et pour l'autre, c'est une forme de main, et selon les croyances Fremen, il s'agirait de la main d'une quelconque divinité. Dune est un enfer de sable, de poussière et de chaleur, on est tous d'accord. Il n'y pousse pas grand chose, et le ciel est vide de nuages, il n'y pleut jamais. Il est donc quasiment impossible d'y survivre à cause de cette aridité extrême. Fait intéressant toutefois, il y a des preuves dans le livre que la planète a été autrefois riche en eau. Liet Kynes, le planétologiste, découvre une cuvette de sel d'environ 300 km de long, en plein désert, ce qui montre qu'il y a eu de l'eau à une certaine époque. Dans le chapitre 6 des Enfants de Dune, on apprend que le ver et la truite des sables ont été importés sur Dune, que toute l'eau a été enquistée par les truites des sables et a fait d'Arrakis un désert pour leur permettre d'accéder à leur phase vermiforme. On pourrait également se demander comment il peut y avoir de l'oxygène sur une planète sans eau ni végétation. C'est tout simple, on apprend dans les appendices de Dune que le ver des sables est un véritable générateur d'oxygène, puisqu'un ver de taille moyenne produit l'équivalent d'une forêt de 10 km² en oxygène.
Au pôle nord d'Arrakis, on trouve une petite calotte polaire d'où provient la majorité de l'eau qui va être consommée par les deux plus grandes villes de la planète, c'est-à-dire Carthage et Arrakeen. On trouve au nord d'Arrakis une chaîne de montagnes appelée le mur du bouclier ou le grand bouclier. Elle sert de barrière naturelle contre les tempêtes de Coriolis et les vers des sables. C'est ce mur que fait exploser Paul avec les atomiques familiales lorsqu'il prend d'assaut Arrakeen au moment de la venue de l'empereur sur la planète. Arrakeen est la capitale planétaire et fut pendant longtemps le siège du gouvernement planétaire. Elle deviendra la capitale de l'Imperium après l'avènement de Paul Atreides. Carthage, elle, est une ville un peu plus baroque qu'Arrakeen. C'est l'ancienne capitale de Dune, qui a été construite et développée par les Harkonnen. Eux ne toléraient pas l'austérité d'Arrakeen. Elle se situe à 200 km d'Arrakeen. Pour s'y rendre, il faut entreprendre un voyage difficile à travers les terres brisées, ainsi qu'un désert particulièrement hostile. Les villages sont des zones habitées par les habitants des creux et des sillons, qui sont appelés comme cela par les Fremen, et c'est plutôt un terme carrément péjoratif. Ces villages se situent dans les failles et les dépressions du bouclier, car en plus de la protection qu'ils offrent, c'est là où se condense un peu plus l'humidité de l'atmosphère. C'est une population composée surtout de Fremen sédentaires et de colons condamnés à vivre sur Arrakis. Les sietches sont les lieux de vie des vrais Fremen. Ce sont en fait des cavernes, des grottes que l'on trouve parmi les îlots rocheux dans le désert. Personne ne connaît le nombre de sietches sur la planète, mais selon certains chiffres, il y aurait 250 sietches pour 10 millions de Fremen. Côté économie, c'est très simple. La base du système économique d'Arrakis, c'est trois choses. Le commerce de l'eau, l'extraction de l'épice et la vente de l'épice. Il existe également d'autres formes de commerce plus classiques, qui sont d'ailleurs la seule possibilité d'acquérir un certain statut social. Arrakis est caractérisé par la présence de deux types de déserts. D'une part, le reg, qui est une étendue de pierre où les éléments les plus fins ont été emportés par les vents, et de l'autre, l'erg. C'est un désert constitué de sable et de silice, dont les dunes sont continuellement remodelées par le vent. Aux yeux des gens d'Arrakis, le désert profond constitue un véritable territoire interdit. Les rares imprudents qui osent s'y aventurer n'y survivent pas longtemps, les Fremen se chargeant d'éliminer ceux que le désert ou les vers des sables auraient épargnés. En bossant un peu sur le sujet, j'ai pu découvrir qu'il y avait vraiment pas mal de sortes de sable. Sur Arrakis, on va trouver 11 types de sable très différents. Je vais vous mettre la liste ici. Le sable mouvant, le sable mélangeur, le sable épicé, le sable de verre, le sable de sel, le sable de pierre, le sable de quartz, le sable farine, le sable pois, le sable tambour, les marais de poussière. On va se focaliser sur les deux derniers qui me paraissent les plus intéressants. Donc le sable tambour, dont les grains ont la particularité de faire du son à basse fréquence lorsqu'ils s'entrechoquent, c'est dû à l'extrême compression entre les grains qui répercute plusieurs fois le moindre son, le moindre pas. Ça fait comme un écho de tambour. C'est un enfer parce qu'il attire le moindre verre à 100 km à la ronde. Et enfin les marées de poussière qui représentent un danger pour le voyageur car l'amas de poussière est si peu dense que des mouvements de marée, comme sur les océans, sont facilement observables. En d'autres termes, la poussière présente un tassement presque négatif, d'où le comportement semblable à celui d'un fluide. C'est une chose totalement différente des sables mouvants. Les tempêtes de Coriolis sont des phénomènes météorologiques très violents et très dangereux. On n'est pas sur une petite tempête à 200 km/h. Ces tempêtes sont l'accumulation des vents qui soufflent à travers le désert de l'Erg. Et cette accumulation de vent finit par atteindre des vitesses allant jusqu'à 800 km/h. Histoire d'en rajouter une couche, ça peut durer des jours, et elles peuvent s'étendre sur de très grandes étendues de désert. Les tempêtes de Coriolis sont imprévisibles et peuvent surgir à tout moment, ce qui en fait l'une des principales menaces pour les habitants de la planète. Mais aussi, le champ électrostatique qu'elles génèrent rend totalement inopérants les systèmes de navigation et les systèmes de communication. C'est en gros le pire truc qui puisse arriver sur Dune. Comme vous l'avez capté, n'ayant aucune forme de précipitation, rien ne pousse sur Arrakis. Enfin rien, presque rien. Les rares plantes qui y poussent sont extrêmement adaptées pour survivre dans des conditions inhospitalières comme celles que j'ai décrites. Par exemple, toutes les plantes ont un système racinaire très profond, ce qui va permettre de les fixer, de les ancrer au sol en évitant de valdinguer au moindre coup de vent, quoi. Mais surtout, cela permet d'avoir accès aux rares poches d'eau qui sont présentes extrêmement profondément dans le sable. Tout comme la flore, la faune a dû s'adapter à ces conditions extrêmes,
Et la plupart des animaux sont donc petits, résistants et n'ont presque pas besoin d'eau. La majorité d'entre eux sont ce que l'on appelle des charognards opportunistes. Ils bouffent tout ce qu'ils trouvent et tout ce qui est plus petit qu'eux. Histoire de bien coller à l'ambiance, on va trouver énormément d'insectes, d'araignées, de scorpions, de serpents, vous voyez le genre. Du côté mammifère, le plus courant sera la souris kangourou de dune, que l'on appelle le muad'Dib. C'est un des symboles les plus importants de la religion des Fremen, car elle génère sa propre eau et qu'elle est particulièrement féconde. Il y a aussi quelques oiseaux, surtout des faucons, des vautours, mais aussi des chauves-souris que l'on appelle des siélagos. Ce sont des toutes petites chauves-souris apprivoisées par les Fremen qui portent des messages codés dans leurs cris, grâce à une technologie qu'on appelle le distran. Et bien sûr, on va trouver les truites des sables, les vers des sables ainsi que les planctons des sables. Je vous renvoie à la vidéo précédente où j'aborde déjà le lien entre la truite, le ver et l'épice. Le premier groupe que l'on va trouver sera le peuple des creux et des sillons. Ses membres sont sédentaires et vivent dans des villages dispersés dans les rochers, dans la zone la plus proche du pôle. Ils obéissent généralement à un chef de village et sont considérés comme les sujets de la maison qui reçoit Arrakis en fief. Le second groupe est celui des Fremen, le peuple libre des sables. De ce côté-là, je vais tenter de faire court, il y a trop de choses à dire, le sujet est dense et fera l'objet d'une autre vidéo. Mais en gros, les Fremen sont le peuple autochtone d'Arrakis, ils sont nomades et extrêmement religieux. Ils sont issus des tribus appelées les vagabonds Zensunni, qui ont navigué de planète en planète pendant des millénaires, dans l'espoir de trouver un lieu où s'installer. Arrivés sur place, ils se nommèrent les Fremen, du terme Freemen, les hommes libres, issus d'une très ancienne langue. Avant toute chose, il faut savoir que les Fremen sont un peuple de combattants énervés. Même les Sardaukar de l'Empereur prennent tarif face aux Fremen de Paul Atreides. Leur environnement hostile et les persécutions subies, en particulier avec les Harkonnen, en ont fait des guerriers farouches, efficaces et robustes. Avant l'arrivée de Paul Atreides, les Fremen sont organisés en clans. Ils habitent donc dans des sietches où chaque communauté est commandée par un naïb. Le naïb est choisi pour ses valeurs de justice, mais surtout ses valeurs au combat. Un naïb est élu que par l'Amtal. Alors l'Amtal, c'est un duel à mort, où un jeune Fremen va défier son chef. L'eau est un élément central dans leur culture. Pour eux, l'eau, c'est la vie. Et ils portent même des systèmes complexes de filtration qu'ils appellent des distilles. C'est une combinaison qui va récupérer et recycler toute l'humidité du corps, urine et matière fécale comprises. De plus, la règle veut que l'eau d'une personne appartienne à la tribu. Ainsi, lorsqu'un Fremen meurt ou est tué au combat, la tribu récupère l'eau du corps via ce qu'on appelle un distil de mort. Côté religion, les Fremen sont profondément croyants et superstitieux. Ils ont adopté le ver des sables d'Arrakis comme manifestation physique de leur dieu et l'appellent Shai-Hulud. Les Fremen consomment une grande quantité d'épices dans leur nourriture et respirent constamment un air saturé d'épices, tout cela rendant leurs yeux bleus sur fond bleu, on n'y trouve aucune trace de blanc, et c'est ce qu'on appelle avoir les yeux de l'Ibad. En fin de compte, la culture Fremen est façonnée entièrement par leur lutte et leur survie, leur foi religieuse, mais surtout par Arrakis elle-même. Alors là, en gros, on va rentrer dans une zone bien spoiler, parce qu'on va parler de l'après-dune. Donc saute à ce timecode si tu veux pas te gâcher le bouquin. Je vais te laisser un peu de temps pour trouver, attention. Encore 3 secondes. Allez, j'y vais. Après Dune, on tombe dans le Messie et les enfants de Dune. La transformation de la planète en paradis vert se poursuit. Paul respecte ses engagements auprès de ses Fremen et l'eau coule à flot, si on peut dire. Dans les enfants de Dune, les jeunes gens ne portent plus vraiment de distilles et on trouve même des maisons très ouvertes sur l'extérieur, faites entièrement en briques, c'est-à-dire avec de l'eau et de la terre. Dans l'Empereur Dieu, on est donc 3000 ans plus tard. Il ne reste qu'un tout petit désert qui se nomme le Tanzeruft. Il est clôturé par un mur gigantesque et il est à la disposition seulement de l'Empereur Dieu, pour qu'il puisse libérer ses tensions, ses pulsions générées par sa partie vers des sables. Ensuite, dans les Hérétiques de Dune, donc 1500 ans plus tard, la planète est redevenue un désert, à l'égal d'Arrakis au temps de Paul Muad'Dib. Et enfin, dans la Maison des Mers, dans le dernier bouquin, la dernière page, la planète est entièrement vitrifiée par un exterminatus lancé par les honorés matriarches, et c'est la fin d'Arrakis. Comme Tatooine, Pandora, LV-426 ou encore Hoth, Arrakis est une planète majeure dans l'histoire de la science-fiction. Ça valait donc bien une vidéo de 20 minutes, non? Je te remercie d'être resté jusque-là.
je te remercie pour ton soutien. Like, commente, partage, tu connais le game. La prochaine vidéo, ce sera sur les Harkonnen, ça sera un petit peu plus funky. D'ici là, porte-toi bien et n'oublie pas que Dune c'est énorme, il y a tout dans Dune. À bientôt.